Le dîner touchait à sa fin. La chair avait été excellente, les vins parfaits. Roger s'acquittait admirablement de son service. Tous les convives étaient de bonne humeur, et les langues commençaient à se délier. Le juge Wargrave, attendri par le délicieux Porto, devenait spirituel et pétillant d'ironie. Le docteur Armstrong et Tony Marston l'écoutaient avec plaisir. Miss Brent bavardait avec le général MacArthur. Ils s'étaient découverts des amis communs. Vera Clayton posait à M. Davis des questions très pertinentes sur l'Afrique du Sud. M. Davis connaissait ce sujet à fond. Lombard suivait leur conversation. Une ou deux fois, il leva brusquement les yeux, et ses paupières se rétrécirent. De temps à autre, il promenait discrètement son regard autour de la table, et étudiait les convives. Soudain, Anthony Marston s'exclama. « C'est drôle ces statuettes, hein ?» Au centre de la table ronde, sur un plateau de verre, étaient placées des petites figurines en porcelaine. « Des nègres !» dit Tony. « L'île des nègres. Voilà d'où vient l'idée, je suppose. » Vera se pencha. « En effet, c'est amusant. Combien sont-ils ? 10 ? » « Oui, il y en a 10. »« Ils sont comiques ?» s'exclama Vera. « Ce sont les 10 négrillons de la chanson de Nourrice. Dans ma chambre à coucher, elle est encadrée et suspendue au-dessus de la cheminée. »« Dans ma chambre également, » déclara Lombard. « Dans la mienne aussi. »« Dans la mienne aussi. »« Et aussi dans la mienne ?» Tout le monde fit chorus. « L'idée n'est pas banale, » dit Vera. « Dites plutôt que c'est enfantin, » grogna le juge Wargrave entre ses dents. Puis il se versa du Porto. Emily Brent lança un regard vers Miss Clayton. Vera Clayton y répondit par une inclinaison de la tête, et toutes deux se levèrent. Dans le salon, par la porte-fenêtre ouverte sur la terrasse, leur parvenait le bruit des vagues se brisant sur les rochers. « J'aime à entendre le murmure de la mer, » remarqua Emily Brent. « Moi, je l'ai en horreur, » répondit Vera d'un ton sec. Miss Brent la considéra toute surprise. Vera se mit à rougir et ajouta, en dominant son émotion, « Il ne ferait guère bon ici un jour de tempête. » Emily Brent partageait cet avis. « La maison doit être fermée pendant l'hiver, » dit-elle. « D'abord, les domestiques refuseraient d'y rester. » Vera murmura. « En n'importe quelle saison, il doit être difficile de trouver du personnel qui consente à vivre dans une île. » Emily Brent fit cette réflexion. « Mrs. Oliver peut s'estimer heureuse d'avoir recruté ce ménage de serviteurs. La femme est un cordon bleu. » « C'est inouï ce que les vieilles gens embrouillent les noms, » pensa Vera. Puis, elle prononça tout haut, bien distinctement. « Mrs. Owen a vraiment de la chance. » Emily Brent avait apporté dans son sac à main un petit ouvrage de broderie. Au moment d'enfiler son aiguille, elle s'arrêta net et se tourna vers sa compagne. « Owen ? Vous avez bien dit Owen ? » ?»« Oui. De ma vie, je n'avais jamais entendu prononcer ce nom-là. » Vera ouvrit de grands yeux. « Tout de même ?» Elle n'acheva pas sa phrase. La porte venait de s'ouvrir et les hommes entraient dans le salon. Rogers les suivait, portant le café sur un plateau. Le juge alla s'asseoir auprès d'Emily Brent et Armstrong à côté de Vera. Tony Marston se dirigea vers la porte-fenêtre, toujours ouverte. Blore examinait avec un étonnement naïf une statuette de bronze, se demandant si ses formes angulaires représentaient bien le corps d'une femme. Le général MacArthur, le dos tourné à la cheminée, tirait sur sa courte moustache blanche. Le dîner avait été succulent et il se félicitait d'avoir répondu à l'invitation. Lombard feuilletait les pages du Punch posées avec d'autres journaux sur une table près du mur. Le domestique servit à la ronde un café noir, fort et brûlant. En somme, tous les invités, après ce copieux et fin repas, étaient heureux de la vie et d'eux-mêmes. Les aiguilles de la pendule marquaient 9h20. Dans le salon régnait un silence de confortable béatitude. Au milieu de ce silence, s'éleva une voix, inattendue, surnaturelle et incisive. « Mesdames et messieurs, silence s'il vous plaît. » Tous sursautèrent. Chacun regarda autour de soi, observa ses voisins et scruta les murs. Qui donc parlait ? La voix poursuivit, haute et claire. « Je vous accuse des crimes suivants. Edward George Armstrong, vous avez le 14 mars 1925
causé la mort de Louisa Mary Glee. Emily Caroline Brent, le 5 novembre 1931, vous vous êtes rendu responsable de la mort de Beatrice Taylor. William Henry Blore, vous êtes cause de la mort de James Stephen Landor, survenu le 10 octobre 1928. Vera Elizabeth Claythorne, le 11 août 1932, vous avez tué Cyril Ogilvy Hamilton. Philippe Lombard, au mois de février 1932, vous avez entraîné la mort de 21 hommes membres d'une tribu de l'Afrique orientale. John Gordon MacArthur, le 4 janvier 1917, vous avez de sang-froid envoyé à la mort l'amant de votre femme, Arthur Richmond. Anthony James Marston, le 14 novembre dernier, vous avez tué John et Lucy Combs. Thomas Rogers et Ethel Rogers, le 6 mai 1929, vous avez laissé mourir Jennifer Brady. Lawrence John Wargrave, en date du 10 juin 1930, vous avez conduit à sa mort Edward Seton. Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? La voix se tut. Après un instant de silence absolu, un fracas de vaisselle retentit. Rogers avait laissé échapper de ses mains le plateau avec le service à café. À la même seconde, du vestibule leur parvinrent un cri et le bruit mat d'une chute. Lombard se leva le premier. Il bondit vers la porte et l'ouvrit. Dehors gisait Mrs. Rogers, ramassée sur elle-même. Lombard appela Marston à son aide. Anthony accourut et, à eux deux, ils soulevèrent la femme et l'emportèrent dans le salon. Le docteur Armstrong intervint alors, prêta la main aux deux autres pour étendre Mrs. Rogers sur le sofa, et se pencha sur elle. « Ce n'est rien, » annonça-t-il. « Une simple faiblesse. Elle va revenir à elle d'un instant à l'autre. »« Allez chercher du brandy !» dit Lombard à Rogers. Le domestique, la face livide et les mains tremblantes, sortit vivement de la pièce. « Qui parlait tout à l'heure » s'écria Vera. « Où se cachait cette voix? On eût juré. On eût juré. » Qu'est-ce qui se passe ici? Bredouilla le général MacArthur. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie de mauvais goût? Ses mains tremblaient, ses épaules s'affaissaient et, soudain, il parut vieilli de 10 ans. Blore s'épongeait le visage à l'aide de son mouchoir. Seul le juge Wargrave et Miss Brent demeuraient apparemment impassibles. Le buste droit et la tête haute, Emily Brent avait les pommettes toutes rouges. Le magistrat conservait son attitude coutumière, la tête enfoncée dans le cou. D'une main, il se grattait délicatement l'oreille. Seuls ses yeux remuaient. Son regard perplexe et brillant d'intelligence furetait dans tous les coins du salon. Voyant Armstrong affairé auprès de la femme évanouie, Lombard prit l'initiative de répondre aux questions de Miss Claythorne et du général MacArthur. « Cette voix semblait provenir de cette pièce où nous sommes. »« Mais qui parlait ?» répéta Vera. « Qui? En tout cas, aucun de nous. » À l'instar du juge, Lombard promena lentement ses yeux autour du salon. Son regard s'arrêta sur la porte-fenêtre, et il hocha la tête. Soudain, ses yeux brillèrent. D'un pas rapide, il alla vers une porte près de la cheminée qui donnait sur la pièce contiguë. Brusquement, il saisit la poignée et ouvrit la porte toute grande. Aussitôt qu'il eut franchi le seuil, il poussa une joyeuse exclamation. « Ah! Cette fois, j'ai trouvé !» Les autres le rejoignirent immédiatement. Seule Miss Brent demeura assise dans son fauteuil. Dans la seconde pièce, une table avait été poussée contre la cloison, la séparant du salon. Sur cette table était posé un gramophone, d'un modèle ancien et muni d'un large pavillon, tourné contre le mur. Lombard dégagea l'appareil et fit remarquer 2 ou 3 petits trous, presque imperceptibles, percés dans la cloison. Replaçant le gramophone à l'endroit où il se trouvait, Lombard posa l'aiguille sur le disque, et immédiatement ils entendirent de nouveau « Je vous accuse des crimes suivants. »« Arrêtez !» s'exclama Vera. « Arrêtez, c'est horrible !» Lombard obéit. Le docteur Armstrong poussa un soupir de soulagement et dit « Oh, on a voulu nous jouer une sale farce.
Voilà tout. La petite voix claire du juge Wargrave murmura. Alors, vous croyez qu'il s'agit d'une farce? Le médecin le regarda fixement. Que voulez-vous que ce soit? Le magistrat caressa doucement sa lèvre supérieure et déclara. En ce moment, je ne suis pas en mesure d'exprimer une opinion. Ah! Vous oubliez un petit détail, Intervint Anthony Marston. Qui, diable, a mis l'appareil en marche? En effet, Murmura Wargrave. je crois qu'une enquête s'impose pour éclaircir ce point. Il passa dans le salon, et tous les autres le suivirent. Rogers venait d'entrer, un verre de brandy à la main. Miss Brent était penchée sur Mrs. Rogers, qui poussait des gémissements. Adroitement, Rogers s'insinua entre les deux femmes. Permettez-moi, madame, de lui dire un mot. Est-elle, ne te tourmente pas. Ce n'est rien de sérieux, m'entends-tu? Remets-toi un peu. Mrs. Rogers avait la respiration haletante. Ses yeux fixes et effrayés parcouraient le cercle des visages. La voix de son mari se faisait pressante. Voyons, Ethel, remets-toi vite. Le docteur Armstrong lui parla d'un ton encourageant. Vous vous sentirez mieux dans un instant, Mrs. Rogers. Il s'agit d'une simple plaisanterie. Me suis-je évanoui, monsieur? Oui, Mrs. Rogers. Oh, c'était cette voix horrible, comme celle d'un juge. De nouveau, son visage prit une teinte verdâtre et ses yeux papillotèrent. « Où est le brandy ?» demanda vivement le docteur Armstrong. Rogers avait posé le verre sur une petite table. Il le tendit au médecin qui se pencha vers la femme allongée. « Tenez, madame, buvez cela. » Elle but une gorgée et tout sauta. L'alcool lui fit du bien. Les couleurs reparurent sur ses traits. « Cela va mieux maintenant, » dit-elle. « Cette affaire m'avait donné un coup. » Bien sûr, l'interrompit son mari. Et à moi aussi. J'en ai laissé tomber mon plateau. Ce ne sont que d'infâmes mensonges. Je voudrais bien savoir. À son tour, il fut interrompu par une toux. Une petite toux sèche, mais qui lui coupa net la parole. Il regarda le juge Wargrave, qui se remit à tout sauter et demanda. « Qui a placé ce disque sur le gramophone? Est-ce vous, Rogers? » Rogers protesta. Je ne savais pas ce que c'était, monsieur. Devant Dieu, je vous jure que je l'ignorais. Si j'avais su ce que c'était, je ne l'aurais jamais fait marcher. Je veux bien vous croire, proféra le juge d'un ton cassant. Néanmoins, j'aimerais que vous me fournissiez quelques explications, Rogers. Le maître d'hôtel s'épongea le front à l'aide de son mouchoir et déclara, en toute franchise. Je n'ai fait qu'obéir à des ordres, monsieur. Quels ordres? Ceux de monsieur Owen. Éclaircissons un peu ce point, insista le juge Wargrave. Quels ordres vous a donné exactement monsieur Owen? Il m'a dit de mettre un disque sur le gramophone. Je trouverai ce disque dans le tiroir et ma femme mettrait le gramophone en marche pendant que je servirais le café dans le salon. Cette histoire me paraît bien extraordinaire, murmura le juge. C'est pourtant la vérité, monsieur. Je le jure, devant Dieu. Pas un instant je ne me suis méfié. Le disque portait une inscription au milieu et j'ai cru que c'était un morceau de musique comme les autres. Wargrave jeta vers Lombard un regard interrogateur. Y avait-il vraiment un titre sur ce disque? Lombard acquiesça de la tête et ricana en découvrant ses dents blanches et pointues. C'est exact, monsieur, dit-il. Ce disque porte le titre « Le chant du cygne ». Le général MacArthur éclata de colère. Tout cela est grotesque, absolument grotesque. A-t-on idée de proférer contre les gens d'aussi monstrueuses accusations? Il faut aviser sans retard ce monsieur Owen, quel qu'il soit. Miss Brent l'interrompit. Qui est ce monsieur? Voilà précisément la question, dit-elle d'un air indigné. Le juge s'interposa. Il s'exprimait avec l'autorité que lui avait conférée une vie entière passée au tribunal. Avant toute chose, il importe d'élucider ce détail. Rogers, vous feriez bien de conduire votre femme dans son lit.
Ensuite, vous reviendrez ici. Bien, monsieur. Je vais vous donner un coup de main, Rogers, dit le docteur Armstrong. Appuyé sur les deux hommes, Mrs. Rogers quitta la pièce en chancelant. Lorsqu'ils furent sortis, Tony Marston observa. Ah, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais moi, je boirais bien quelque chose. Et moi aussi, acquiesça Lombard. Je vais tâcher de dénicher quelques bouteilles, lui dit Tony en s'éloignant. Un instant après, il était de retour. Voici, je les ai trouvées sur un plateau près de la porte. Ah, elles nous attendaient. Il déposa délicatement son fardeau et emplit les verres à la ronde. Le général MacArthur et le juge Wargrave se firent verser une bonne rasade de whisky. Chacun éprouvait le besoin d'un stimulant. Seule Emily Brent demanda un verre d'eau. Bientôt, le docteur Armstrong revint au salon. « Elle est beaucoup mieux à présent, dit-il. Je lui ai donné un sédatif. Tiens, vous buvez? Je vous imiterai volontiers. » Les hommes remplirent leurs verres une seconde fois. Au bout d'un moment, Rogers apparut. Le juge Wargrave se chargea de l'interrogatoire, et, bientôt, le salon se transforma en une cour de justice improvisée. « Maintenant, Rogers, demanda le juge, nous voulons connaître le fin mot de cette histoire. Qui est ce monsieur Owen ?» Rogers écarquilla les yeux. « Le propriétaire de l'île, monsieur. » « Oui, mais encore, que savez-vous de cet homme ?» Rogers secoua la tête. Je ne puis rien vous apprendre, monsieur, pour la bonne raison que je ne l'ai jamais vu. Un mouvement de surprise se produisit dans l'assistance. Le général MacArthur demanda à son tour. « Vous ne l'avez jamais vu? Qu'est-ce que vous me chantez là ?» Ma femme et moi, nous sommes ici que depuis une semaine, monsieur. Nous avons été engagés par l'entremise d'une agence, l'agence Regina à Plymouth, qui nous a écrit. Blore approuva d'un signe de tête. « Très vieille agence, dit-il. »« Avez-vous cette lettre ?» demanda Wargrave. « Notre lettre d'engagement? Non, monsieur, je ne l'ai pas gardée. » Continuez votre histoire. Comme vous dites, vous avez été engagé par lettre. Oui, monsieur. On nous fixait le jour de notre arrivée et nous avons trouvé ici tout en ordre. Des provisions en quantité et tout nous a plu. Il nous a suffi d'enlever la poussière. Et après? Rien, monsieur. Nous avons reçu des ordres, encore par lettre, de préparer les chambres pour recevoir des invités, puis hier après-midi, le facteur nous a apporté une lettre de monsieur Owen, nous apprenant que monsieur et madame avaient été retenus et nous recommandant de faire de notre mieux en leur absence. Il nous donnait en même temps les instructions nécessaires pour le dîner et nous priait de mettre ce disque sur le gramophone à l'heure du café. Vous possédez certainement cette lettre-là, fit le juge d'un ton bref. Oui, monsieur, je l'ai sur moi. Rogers la tira de sa poche, et le juge la lui prit des mains. Elle porte l'entête du Ritz, et elle est tapée à la machine. Vivement, Blore fut à ses côtés et lui dit « Voulez-vous me permettre de jeter un coup d'œil ?» Il la prit des mains du magistrat et la parcourut des yeux. Puis il murmura. « C'est une machine coronation tout à fait neuve, sans la moindre défectuosité. Papier commercial ordinaire. Nous ne sommes guère plus avancés. On pourrait y relever des empreintes digitales, mais j'en doute. » Wargrave l'observa avec une soudaine attention. Anthony, debout à côté de Blore, regardait par-dessus son épaule. Il remarqua. « Notre hôte a de drôles de prénoms. Ulick Norman Owen, on en a plein la bouche. » Le vieux juge, sursautant, lui dit « Monsieur Marston, je vous suis infiniment obligé. Vous venez d'attirer mon attention sur un point assez suggestif. » Il jeta un regard à la ronde et, allongeant le cou comme une tortue en colère, il reprit. « Le moment est venu, me semble-t-il, de réunir nos informations. Il serait bon que chacun présentât tous les renseignements qu'il possède sur le propriétaire de cette maison. » Après une pause, il continua. « Nous sommes tous ses invités, à mon sens. Il serait utile que chacun de nous expliquât exactement à quel titre il se trouve ici aujourd'hui. » Au bout d'un instant de silence, Emily Brent prit la parole d'un ton décidé. « Il y a dans toute cette affaire quelque chose de mystérieux.
J'ai reçu une lettre dont la signature était impossible à déchiffrer. Elle semblait provenir d'une femme que j'ai rencontrée il y a 2 ou 3 ans, au bord de la mer. Je crus lire Ogden ou Oliver. Or, je connais une Mrs. Oliver et aussi une Miss Ogden. Mais je puis affirmer n'avoir jamais rencontré une personne du nom d'Owen ou m'être lié d'amitié avec elle. Avez-vous conservé cette lettre, Miss Brent? Oui, je monte vous la chercher. Elle sortit et revint au bout d'une minute avec la lettre. Je commence à comprendre, dit le juge après l'avoir lue. À vous maintenant, Miss Claythorne. Vera expliqua comment elle avait été engagée en qualité de secrétaire par Mrs. Owen. Et vous, Monsieur Marston? Dit ensuite le juge. J'ai reçu un télégramme d'un de mes copains, Badger Beckerley, répondit Anthony. Sur le moment, j'en suis demeuré stupéfait, car je croyais ce vieux farceur en Norvège. Il me disait de rappeler qu'ici tout de suite. Le vieux juge hocha la tête et s'enquit. Docteur Armstrong, qu'avez-vous à nous apprendre? Je fus appelé ici à titre professionnel. Bien. Et vous n'aviez aucune relation avec la famille Owen? Non, le nom d'un de mes collègues était simplement cité dans la lettre. Oui, Opina le juge. cela prêtait plus de ressemblance. Évidemment, on ne vous donnait pas le temps de correspondre avec ce confrère. Non, ma foi, non. Lombard, qui scrutait le visage de Blore depuis un moment, s'exclama soudain. Écoutez-moi, une idée vient de me frapper. Le juge leva la main. Dans une minute. Mais je... Procédons avec méthode, monsieur Lombard. En ce moment, nous recherchons les causes qui motivent notre séjour ici, ce soir. Général MacArthur? Tirant toujours sur sa petite moustache, le vieux militaire murmura. J'ai reçu une lettre de ce dénommé Owen. Il me parlait de vieux camarades à moi que je devais retrouver ici, et il me priait d'excuser cette invitation un peu cavalière. Je n'ai pas conservé la lettre. Wargrave appela. Monsieur Lombard. Le cerveau de Lombard n'était pas resté inactif. Allait-il s'exprimer en toute franchise? Il prit une brusque décision. La même histoire que pour les autres, dit-il. L'invitation faisait allusion à des amis communs. J'ai donné en plein dans le panneau. Malheureusement, j'ai déchiré la lettre. Le juge Wargrave tourna ensuite son attention vers M. Blore. Son index caressait sa lèvre supérieure et sa voix prit une nuance un peu trop polie. Nous venons de subir une épreuve plutôt désagréable, dit-il. Une voix apparemment d'outre-ton nous a tous appelés par notre nom et a formulé contre nous des accusations précises, sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. En ce moment, je m'intéresse à un détail moins important. Parmi les noms cités, nous avons entendu celui de William Henry Blore. Mais, autant que nous sachions, personne d'entre nous ne porte ce nom. Or, celui de Davis n'a pas été mentionné. Que trouvez-vous à répondre à cela, monsieur Davis? Pourquoi vous le cachez plus longtemps? Je ne m'appelle pas Davis. Vous êtes donc William Henry Blore? Parfaitement. Permettez-moi d'ajouter un mot, intervint Lombard. Monsieur Blore, non seulement vous vous présentez ici sous un faux nom, mais ce soir, je vous ai surpris en flagrant délit de mensonge. Vous prétendez venir du Natal. Je connais fort bien l'Afrique du Sud, et je suis prêt à jurer que vous n'y avez jamais mis les pieds. Tous les regards convergèrent vers Blore. Des regards chargés de colère et de méfiance. Anthony Marston s'avança vers l'homme, les poings crispés. « Maintenant, espèce de saligout, expliquez-vous !» Blore rejeta la tête en arrière, serra les mâchoires, puis répliqua. « Monsieur, vous vous trompez d'adresse. J'ai mes papiers sur moi et je puis vous les montrer. J'ai autrefois fait partie de la police et je dirige actuellement une agence de détectives à Plymouth. J'ai été appelé spécialement ici. »« Par qui ?» lui demanda Wargrave. « Par Monsieur Owen. Il a joint à sa lettre un gros mandat et m'a donné les instructions à suivre. Je devais me mêler aux invités, dont il m'a fourni une liste. Et
Surveillez tous vos faits et gestes. » « Et quelle raison vous a-t-il donnée ?» Blore répondit avec amertume. « Les bijoux de Madame Owen va te faire l'air. Je me demande à présent s'il existe une Madame Owen. » De nouveau le juge pointa son index à sa lèvre. « Vos conclusions me paraissent logiques. Ulick Norman Owen. Dans la lettre adressée à Miss Brent, le nom est griffonné, mais les prénoms sont passablement lisibles. Una Nancy. Dans les deux cas, remarquez-le, figurent les mêmes initiales, Ulick Norman Owen, Una Nancy Owen, c'est-à-dire chaque fois U-N Owen. Avec un peu d'imagination et de fantaisie, on peut reconstituer le mot anglais unknown, autrement dit, inconnu. Vera s'écria. « Mais c'est fantastique, c'est fou !» Le juge acquiesça d'un signe de tête. « Vous avez raison, mademoiselle. À présent, je suis certain que nous avons été invités ici par un dément, probablement un fou, un maniaque du crime. » Il y eut un moment de silence imprégné de surprise et d'effroi. Puis la voix claire du juge se fit de nouveau entendre. « Nous arrivons maintenant à la seconde phase de notre enquête. Tout d'abord, je vais joindre mes propres renseignements à ceux que nous possédons déjà. » Il tira une lettre de sa poche et la lança sur la table. « Cette missive est censée provenir d'une de mes vieilles amies, Lady Constance Kilmington, que je n'ai pas revue depuis des années. Elle est allée en Orient. L'auteur de cette lettre a employé le style vague et incohérent de Constance Kilmington pour m'inviter à venir la rejoindre ici. Et elle me parle de ses hôtes en des termes tout à fait confus. Veuillez remarquer qu'on retrouve ici la même tactique que dans les autres lettres, d'où il ressort un point du plus haut intérêt. Quel que soit l'individu, homme ou femme, qui nous a attirés dans cette île, il nous connaît ou s'est donné la peine de rechercher des renseignements circonstanciés sur chacun de nous. Il est au courant de mes relations amicales avec Lady Constance, et son style épistolaire ne lui est pas étranger. Il connaît des confrères du docteur Armstrong et leur adresse actuelle. Il sait aussi le sobriquet de l'ami de M. Marston et le genre de télégramme qu'il envoie habituellement. Il n'ignore point l'endroit où voilà 2 ans Miss Brent passait ses vacances et les habitudes des gens qu'elle y fréquentait. Il possède aussi des indications sur les vieux camarades du général MacArthur. » Il fit une pause puis ajouta. « Vous pouvez constater que notre hôte en connaît long sur nous, ce qui lui a permis de formuler certaines accusations nettement définies. » Cette remarque déchaîna un tollé de protestations. « Tout cela n'est qu'un ramassis de mensonges, de calomnies !» hurla le général MacArthur. « C'est cynique et méchant !» s'écria à son tour Vera, la respiration haletante. « C'est un mensonge !» proféra Rogers, d'une voix rauque. « Un infâme mensonge. Jamais ma femme et moi n'avons commis un crime. » « Je me demande où veut en venir ce sinistre fou, grogna Anthony Marston. La main levée du magistrat ramena le calme dans la pièce. Il dit, choisissant ses expressions. « Je désire faire une déclaration. Notre ami inconnu m'accuse du meurtre d'un certain Edward Seton. Je me souviens parfaitement de Seton. Accusé de l'assassinat d'une vieille femme, il a comparu devant moi en juin 1930. Son avocat le défendit habilement et lui-même produisit une bonne impression sur le jury. Mais, d'après les dépositions des témoins, son crime ne laissait aucun doute à mes yeux. Je présentai mon réquisitoire en conséquence et le jury conclut à la culpabilité. En proposant la peine de mort contre cet homme, je ne faisais que confirmer le verdict. On fit appel contre ce jugement en invoquant des inexactitudes dans l'interprétation des faits, mais l'appel fut rejeté et l'homme exécuté. Je déclare devant vous qu'en mon âme et conscience, je n'ai rien à me reprocher. J'ai accompli strictement mon devoir, rien de plus, en condamnant à mort un assassin.
Armstrong rassemblait ses souvenirs. L'affaire s'étonne. Le verdict avait surpris tout le monde. La veille du jugement, il avait dîné au restaurant avec Maître Matthew, et l'avocat, plein de confiance, comptait sur un acquittement. Ensuite, les commentaires étaient allés leur train. Le juge Wargrave s'acharnait contre l'accusé. Il avait retourné le jury et Seton avait été reconnu coupable. Procédure tout à fait légale. Le vieux magistrat connaissait la loi comme pas un. On eût juré qu'il assouvissait une vengeance personnelle sur l'accusé. Toutes ces réminiscences se précipitaient dans le cerveau du médecin. Sans prendre le temps de réfléchir, il posa cette question. « Connaissiez-vous personnellement Seton, je veux dire, avant le procès ?» Les yeux aux lourdes paupières de batracien se posèrent sur Armstrong. Et d'une voix nette, le juge répondit. « Je ne connaissais nullement Seton avant le procès. » Mais le médecin ne put s'empêcher de songer. Ce vieux coquin ment, j'en suis certain. Vera Clayton s'exprima d'une voix tremblante. J'aimerais vous expliquer quelque chose, dit-elle. Ah, c'est à propos du petit Cyril Hamilton, dont j'étais la gouvernante. Nous étions au bord de la mer, et on lui défendait de nager trop loin. Un jour, profitant d'un instant de distraction de ma part, il dépassa les limites que je lui avais fixées. Je sautai dans l'eau pour le rattraper. J'arrivais trop tard. C'était affreux, mais il n'y avait point de ma faute. À l'enquête, le coroner reconnut mon innocence. La mère de l'enfant me témoigna beaucoup de bienveillance et ne m'adressa aucun reproche. Pourquoi me rappeler ainsi cet affreux accident? C'est injuste. Injuste. Épuisée, la jeune fille s'écroula tout en larmes. Le général MacArthur lui tapota l'épaule et lui dit, en matière de consolation. « Allons, mon enfant, nous savons que tout cela est faux. Il s'agit d'un aliéné, d'un loufoque, digne du cabanon. » Le général se redressa, carra ses épaules et aboya. « Mieux vaut n'attacher aucune importance à ces sans-famille. Cependant, je déclare qu'il n'y a rien de vrai dans cette histoire de jeune Arthur Richmond. Richmond était un officier dans mon régiment. Je l'ai envoyé en reconnaissance. Il a été tué par l'ennemi. Quoi de plus courant en temps de guerre? Ce qui me chagrine, c'est cette insinuation malveillante sur la conduite de ma femme, la plus fidèle des épouses, la femme de César. » Le général MacArthur se rassit. De sa main tremblante, il tirait sur sa moustache. Ce discours pénible lui avait coûté un effort surhumain. Les yeux rieurs, Lombard prit la parole. Pour ce qui est des indigènes. Eh bien, insista Marston. Philippe Lombard éclata de rire. Écoutez, cette histoire est des plus vraies. Je les ai laissés à leur sort. C'était une question de vie ou de mort. Nous étions perdus dans la brousse, mes camarades et moi avons raflé ce qui restait de vivre et avons filé. Le général MacArthur s'indigna. « Comment? Vous avez abandonné vos hommes? Vous les avez laissés périr de faim? » « Évidemment, » répondit Lombard. « Ce n'était peut-être pas très digne de la part d'un Pouka Sahib, mais la conservation de la vie est le premier devoir d'un homme. Les indigènes, eux, ne craignent pas la mort. Sur ce point, leur mentalité diffère de celle des Européens. » Vera leva la tête vers Lombard et le dévisagea. « Vous les avez laissés mourir? »« Oui, » répondit Lombard. « Je les ai laissés mourir. » Son regard amusé croisa les yeux épouvantés de la jeune fille. Anthony Marston déclara intrigué. « Je viens de réfléchir. John et Lucy Combe. Ce sont peut-être les deux gosses que j'ai écrasés près de Cambridge. Ah, sacré déveine. »« Pour eux ou pour vous ?» lui demanda le juge Wargrave d'un ton aigre. « Ma foi, je pensais plutôt pour moi. Toutefois, vous avez raison. Ce fut une vraie malchance pour eux. Il s'agit là d'un simple accident. Les enfants sortaient en courant d'une maisonnette. On m'a supprimé pendant 1 an mon permis de conduire. Cela m'a bougrement ennuyé. » Le docteur Armstrong le réprimanda vertement. « Ces excès de vitesse sont inadmissibles. Tout à fait inadmissibles. Les jeunes imprudents de votre trempe constituent un danger public. » « Eh,
Nous sommes au siècle de la vitesse, que diable, répondit Anthony en haussant les épaules. Ce sont les routes anglaises qui sont défectueuses. On ne peut y rouler qu'à une allure de tortue. Il chercha son verre, le prit sur la table, se dirigea vers la desserte et se versa une autre rasade de whisky. Puis il dit par-dessus son épaule: « En tout cas, je ne suis pas un assassin, hein. Ce n'était qu'un accident. » Le domestique Rogers s'humectait les lèvres et se tordait les mains. Puis il parla d'un ton plein de déférence. « Me permettez-vous de dire un mot, messieurs ? » « Nous vous écoutons, Rogers, » lui répondit Lombard. Rogers s'éclaircit la gorge et, une fois de plus, passa la langue sur ses lèvres sèches. Tout à l'heure, la voix a cité mon nom, et celui de Madame Rogers, et aussi celui de Miss Brady. Il n'y a pas un mot de vérité là-dedans, monsieur. Ma femme et moi, nous sommes restés au service de Miss Brady jusqu'à sa mort. Nous l'avons toujours connue en mauvaise santé, monsieur. La nuit où son état s'est aggravé. Il y avait une grosse tempête. Le téléphone était détraqué, impossible d'appeler le médecin. Alors, je suis allé moi-même le chercher à pied. Mais il arriva trop tard. Nous avons tout fait pour la sauver. Nous lui étions sincèrement dévoués. Tout le monde vous le dira, monsieur. Jamais elle n'a eu à se plaindre de nous. Pas le moindre reproche. Lombard considéra longuement le visage crispé de l'homme, ses lèvres desséchées, et la terreur reflétée dans son regard. Il se souvint alors de la chute bruyante du plateau et du service à café. Cependant, il s'abstint de toute remarque. De sa voix professionnelle et bourrue, Blore demanda au serviteur: « Elle vous laissait un petit quelque chose à sa mort, hein ?» Roger se redressa à l'air indigné. « Miss Brady nous a laissé une somme en reconnaissance de fidèles services, et pourquoi pas ?»« Si vous nous parliez un peu de vous-même, monsieur Blore, » intervint Lombard. « De moi ? Oui, votre nom figurait dans la liste. » Blore rougit. « L'affaire Landor. Il s'agissait d'un vol à la banque London & Commercial. » Le juge Wargrave s'assit dans son fauteuil. « Je m'en souviens, bien que je n'ai pas été chargé de ce procès. Landor a été condamné sur votre témoignage, Blore. C'est vous, en tant qu'officier de police, qui avez mené l'enquête. »« C'est cela même, » répondit Blore. Landor a été condamné aux travaux forcés à perpétuité, et il est mort à Dartmoor. Sa santé était très délicate. « Cet individu n'était qu'un escroc, » continua Blore. « C'est lui qui a assommé le veilleur de nuit. Sa culpabilité ne faisait aucun doute. »« Vous avez reçu, ce me semble, des éloges, pour votre habileté, en l'occurrence, » prononça lentement le juge Wargrave. « J'ai eu de l'avancement, » riposta Blore. Puis il ajouta d'une voix épaisse: « Je n'ai fait que mon devoir. » Lombard fit entendre alors un rire sonore. « Nous sommes ici toute une bande de gens qui ne vivent que pour le respect de la loi et l'amour du devoir. Moi excepté. Et vous, docteur? Parlez-nous de votre petite erreur professionnelle. S'agissait-il d'une opération illégale? » Emily Brent regarda Lombard avec un dégoût profond et recula légèrement son siège. Très maître de lui-même, le docteur Armstrong secoua la tête avec bonne humeur. « J'avoue ne rien comprendre à cette histoire, » dit-il. « Le nom ne me rappelle rien, était-ce Glaze? Close? Je ne me souviens réellement pas d'avoir soigné un malade de ce nom-là, et encore moins d'un patient qui soit mort par ma faute. Non, non, non. Pour moi, tout cela reste un mystère. Naturellement, c'est très vieux, et il est possible qu'il s'agisse d'une opération à l'hôpital. Souvent, les malades y viennent trop tard, et en cas de décès, la famille s'en prend toujours au chirurgien. » Secouant à nouveau la tête, il poussa un gros soupir. En lui-même, Armstrong songeait. J'étais ivre. Voilà tout. Et en état d'ivresse, j'ai opéré une femme. J'avais les nerfs brisés et les mains tremblantes. Il n'y a pas de doute, je l'ai tuée. Pauvre femme. L'opération, extrêmement simple, eût réussi si je m'étais trouvé dans mon état normal. Par bonheur pour moi, il existe ce qu'on est convenu d'appeler le secret professionnel. L'infirmière savait, mais elle a tenu sa langue. Dieu de Dieu, quel coup pour moi. Je me suis ressaisi à temps, mais qui diable peut être au courant de cet incident après tant d'années? Un profond silence s'établit dans le salon. Tout le monde regardait Emily Brent, de façon plus ou moins discrète.
Au bout d'un instant, elle se rendit compte qu'autour d'elle, chacun attendait qu'elle prît la parole. Elle leva les sourcils sur son front étroit et demanda. « Attendez-vous que je vous dise aussi quelque chose? Je n'ai rien à dire. »« Rien, hein ?» interrogea le juge. « Non, rien. » Et Miss Brent serra les lèvres. Wargrave se caressa le visage et prononça avec douceur. « Vous vous réservez pour votre défense ?»« Il n'est nullement question de me défendre, » répondit froidement Miss Brent. « J'ai toujours agi suivant ma conscience, et je n'ai rien à me reprocher. » Une amère déception se lut sur tous les visages. Cependant, Emily Brent n'était pas femme à se laisser démonter par l'opinion des autres. Elle demeurait impassible. À une ou deux reprises, le juge tout sauta, puis il dit. « Notre enquête est suspendue pour le moment. Dites-moi, Rogers, à part nous autres, vous et votre femme, y a-t-il d'autres personnes dans l'île? »« Non, monsieur. »« Vous en êtes bien sûr? » ?»« Parfaitement sûr, monsieur. »« Je ne suis pas encore fixé sur les intentions de notre autre inconnu. Pourquoi nous a-t-il rassemblés en cette maison? À mon sentiment, cette personne, homme ou femme, ne jouit pas de toutes ses facultés. Elle n'en est pas moins dangereuse, » ajouta-t-il après un instant de réflexion. « Nous ferions bien de quitter l'île du Nègre le plus tôt possible, si nous partions ce soir même. »« Pardon, monsieur, » dit Rogers, « mais il n'y a pas de bateau dans l'île. »« Pas de bateau? »« Non, monsieur. »« Alors, comment communiquez-vous avec la côte? »« Fred Narracott vient ici tous les matins, monsieur, avec son canot automobile. Il apporte le pain, le lait et le courrier, et prend les commandes pour les fournisseurs. »« En ce cas, » déclara le juge Wargrave, « nous devrions tous prendre demain matin le bateau de Narracott. » Tout le monde se rangea à son avis, sauf Anthony Marston qui exprima cette opinion. Cette fuite n'a rien d'élégant. Avant de filer, il serait plus sportif d'éclaircir le mystère. Tout cela ressemble étrangement à un roman policier, des plus émouvants. « À mon âge, vous savez, » répliqua le juge d'un ton aigre, « on ne recherche plus les émotions. » « La vie devient de plus en plus brève, ricana Anthony. « Les affaires criminelles me passionnent. Je bois à la prospérité des assassins. » Il leva son verre et l'avala d'un trait. Trop brusquement peut-être, car il s'étrangla. Ses traits se crispèrent, et ses joues prirent une couleur pourpre. Il essaya de respirer, glissa au pied de son fauteuil, et son verre roula sur le tapis. Le coup fut si inattendu que tout le monde en demeura stupéfait. Les spectateurs, figés sur place, regardèrent le corps écroulé à terre. Enfin, le docteur Armstrong bondit de son siège et s'agenouilla près du jeune homme. Il lui souleva la tête et ouvrit de grands yeux étonnés. D'une voix que la frayeur rendait méconnaissable, il murmura « Mon Dieu, il est mort !» Tout d'abord, les autres ne comprirent pas. Mort. Mort ? Ce jeune dieu nordique, débordant de santé et dans la plénitude de sa force, avait été foudroyé en un clin d'œil ? Que diable ? On ne meurt pas ainsi à cet âge. L'absorption d'un simple whisky ne saurait avoir raison d'un gaillard de cette trempe. Non. Vraiment, personne ne pouvait l'admettre. Le docteur Armstrong examina le visage du mort et flaira les lèvres bleuies et tordues dans un rictus. Puis il prit le verre où avait bu Anthony Marston. « Mort ?» s'exclama le général MacArthur. « Est-ce possible que ce jeune homme se soit étranglé ?»« Appelez cela étranglé si vous voulez, » répliqua le médecin. « Une chose est sûre, il a succombé à l'asphyxie. » À présent, il reniflait le verre. Il trempa le doigt au fond du récipient et le porta ensuite sur le bout de sa langue. Aussitôt, il changea d'expression. De nouveau, le général MacArthur prit la parole. « Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir si vite, parce qu'il s'est étranglé avec une gorgée de whisky avalée trop vite. » Emily Brent annonça de sa voix claire. « En pleine vie, nous appartenons déjà à la mort. » Le docteur Armstrong se redressa. « Non, dit-il brusquement. Un homme ne meurt pas parce qu'il a simplement avalé de travers. La mort de M. Marston n'est pas naturelle. »« Y avait-il quelque chose dans le whisky ?» demanda à tout bas Vera. «
Oui, lui répondit Armstrong. Je ne saurais préciser la nature du poison, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'un cyanure. Cela ne sent pas précisément l'acide prussique. Ce doit être du cyanure de potassium, qui agit de façon foudroyante. Le poison était-il dans son verre? S'enquit le juge. Oui. Le médecin se dirigea vers la table où se trouvaient les bouteilles. Il déboucha celle du whisky, le flaira et le goûta. Il en fit autant pour le soda. Je ne trouve rien de suspect là-dedans, conclut-il en secouant la tête. Vous croyez qu'il aurait lui-même versé le poison dans son verre? Lui demanda alors Lombard. On le dirait, répondit Armstrong sans grande conviction. C'est un suicide alors, Commenta Blore. Voilà une drôle d'histoire. Jamais on n'aurait cru qu'un homme aussi gai et aussi vivant eût pu songer à se tuer, murmura lentement Vera. Lorsqu'il dévalait la pente dans sa voiture ce soir même, il m'est apparu comme un... Oh, je ne saurais vous l'expliquer. Mais tous devinèrent le fond de sa pensée. Anthony Marston, dans la fleur de sa jeunesse et de sa virilité, leur avait produit l'effet d'un être immortel. Et maintenant il gisait inerte sur ce parquet. Voyez-vous une autre hypothèse que le suicide? S'enquit le docteur Armstrong. Chacun des assistants secoua lentement la tête. Il n'y découvrait aucune autre explication. Personne n'avait rien introduit dans les bouteilles. Tous avaient vu Anthony Marston servir lui-même. Il s'ensuivait donc que, s'il y avait du cyanure dans sa boisson, lui-même l'avait versé. Et pourtant, quelle raison avait Anthony Marston de se détruire? Docteur, dit Blore pensivement. tout cela me semble invraisemblable. Monsieur Marston n'était pas le type à se tuer ainsi. Je vous l'accorde, répartit Armstrong. Les choses en restèrent là. Que pouvait-on dire de plus? Ensemble, Armstrong et Lombard transportèrent le corps de Marston dans sa chambre à coucher et le recouvrirent d'un drap. Quand ils redescendirent, les autres se tenaient en un groupe et frissonnaient légèrement, malgré la tiédeur de la nuit. « Nous ferions bien d'aller nous coucher, » dit enfin Emily Brent. « Il se fait tard. » En effet, il était minuit passé, et le conseil d'Emily ne manquait pas de sagesse. Cependant, chacun hésitait et semblait chercher un réconfort dans la société de ses voisins. Cependant, le juge Wargrave crut bon de déclarer. « C'est vrai, nous avons tous besoin de sommeil. » « Mais je n'ai pas encore débarrassé la salle à manger, » annonça Rogers. « Vous ferez ce travail demain matin, » ordonna Lombard. « Votre femme se sent-elle un peu mieux, Rogers » demanda le docteur Armstrong au domestique. « Je monte la voir, monsieur. » Au bout d'une minute, il fut de retour. « Elle dort paisiblement. »« Bien, » lui dit le médecin. « Ne la dérangez pas. »« Non, monsieur. Je vais remettre la salle à manger en ordre, fermer toutes les portes à clé, et j'irai ensuite me coucher. » Il traversa le vestibule pour se rendre dans la salle à manger. À contre-cœur, les invités regagnèrent leur chambre. Eussent-ils été dans une antique demeure à l'escalier et au parquet branlant, avec un peu partout des recoins d'ombre et des murs lambrisés, ils auraient pu éprouver des frayeurs sinistres. Mais tel n'était pas le cas. Dans cette habitation ultramoderne, point de recoins sombres ni de panneaux mobiles. Partout la lumière électrique se répandait à flot. Tout y était neuf, brillant, étincelant. Rien ne pouvait s'y dissimuler. Il y manquait complètement l'atmosphère des vieilles maisons hantées. Pourtant, elle inspirait à ces nouveaux venus une épouvante inexplicable. Ils se souhaitèrent bonne nuit et entrèrent dans leurs chambres respectives. Presque inconsciemment, chacun donna un tour de clé à sa porte. Dans sa chambre gaie aux murs peints de couleur tendre, le juge Wargrave se dévêtit, prêt à se glisser dans les draps. Il pensait à Edward Sutton. L'image du condamné se dessinait nettement devant lui. Il revoyait ses cheveux blonds, ses yeux bleus, qui vous regardaient bien en face avec une telle franchise. Voilà ce qui avait tant impressionné le jury. L'avocat général, Llewellyn, avait manqué de doigté et, dans sa pompeuse plaidoirie, avait voulu trop prouver. Quant à Matthew, l'avocat de la défense, il s'était montré excellent, et ses paroles avaient porté juste. Son interrogatoire avait été extrêmement serré, et il avait déployé une admirable maîtrise en faveur de Seton. Seton lui-même s'en était fort bien tiré, et son calme avait influencé favorablement les jurés. Matthew croyait la partie gagnée.
Le juge Wargrave remonta lentement sa montre et la plaça sur la table de nuit. Il se rappelait, comme si cela datait d'hier, cette séance du tribunal. Il écoutait, prenait des notes, relevait les moindres témoignages contre le prisonnier. Ce procès lui avait procuré une immense joie professionnelle. Matthew s'était vraiment distingué dans sa plaidoirie. Les Wallin, qui avaient parlé avec lui, n'avaient point réussi à dissiper la bonne impression provoquée par l'avocat de la défense. Ensuite, Wargrave avait prononcé le résumé des dépositions et des débats avant la délibération du jury. D'un geste méticuleux, le juge Wargrave enleva son dentier et le déposa dans un verre d'eau. Ses lèvres ridées se fermèrent étroitement, donnant à sa bouche un pli cruel. Abaissant ses paupières, le juge sourit en lui-même. Il avait tout de même réussi à lui régler son compte à ce Seton. Pestant contre ses rhumatismes, le vieux juge grimpa dans son lit et tourna le commutateur électrique. En bas, dans la salle à manger, Rogers demeurait perplexe. Il contemplait les figurines de porcelaine au milieu de la grande table. À part soi, il murmura. « Ça, c'est pas ordinaire. J'aurais pourtant juré qu'il y en avait 10. » Le général MacArthur se tournait et se retournait sur sa couche. Décidément, le sommeil ne venait pas. Dans l'obscurité, il continuait à voir les traits d'Arthur Richmond. Il avait éprouvé pour Arthur une franche estime, et même de l'affection. Il s'était plutôt réjoui de la sympathie que lui témoignait Leslie. Elle était si capricieuse. De combien de charmants jeunes hommes ne s'était-elle pas toquée en les traitant d'abrutis? C'était son mot. Cependant, à ses yeux, Arthur Richmond n'avait point passé pour un abruti. Dès l'abord, tous deux s'étaient entendus comme larrons en foire. Ils discutaient ensemble, théâtre, musique et peinture. Elle le taquinait, plaisantait avec lui, le mettait en colère. Et lui, MacArthur, voyait sans déplaisir l'intérêt maternel dont sa femme entourait ce garçon. De l'intérêt maternel. Quelle foutaise! Avait-il été assez stupide de n'avoir pas compris que Richmond avait 28 ans et Leslie 29? MacArthur avait aimé sa femme. En cet instant, il revoyait les traits de Leslie, son visage en forme de cœur et ses yeux gris profonds et mobiles sous ses lourdes boucles brunes. Oui, il l'avait aimée et plaçait en elle une foi aveugle. Là-bas, sur le front français en pleine bataille, il pensait à elle et souvent contemplait le portrait de Leslie qu'il portait toujours dans la poche de son dolman. Un jour, il avait tout découvert. Cela s'était passé comme dans les romans. Une lettre glissée par étourderie dans la mauvaise enveloppe. Elle avait écrit aux deux hommes et mis le billet doux destiné à Richmond dans l'enveloppe à l'adresse de son mari. Maintenant encore, après tant d'années, il ressentait la douleur atroce de ce coup. Dieu qu'il avait souffert. Leur relation coupable datait déjà de quelque temps. La lettre en faisait foi. Des week-ends. La dernière mission de Richmond. Leslie et Arthur. L'ignoble individu. Son sourire fourbe, sa politesse affectée. Oui, mon général. Menteur et hypocrite. Voleur de femmes. Il avait mûri lentement sa rage meurtrière. Gardant son calme habituel, il ne laissait rien paraître de sa rancœur. Il s'efforçait de garder envers Richmond la même attitude que naguère. Y avait-il réussi? Peut-être. En tout cas, Richmond ne s'était douté de rien. Les sautes d'humeur s'expliquaient facilement là-bas, où les nerfs des hommes étaient mis à rude épreuve. Seul le jeune Armitage l'avait regardé plusieurs fois d'un drôle d'air. Ce blanc-bec avait certainement des antennes. Sans doute, Armitage avait-il pénétré ses intentions, le jour venu. De sang-froid, MacArthur avait envoyé Richmond à la mort. Seul un miracle aurait pu le ramener indemne. Ce miracle ne se produisit pas. Oui, il avait envoyé Richmond se faire tuer, et il ne regrettait rien. Quoi de plus facile? Des erreurs se multipliaient continuellement. La vie des hommes ne comptait plus. Tout n'était que confusion et panique. Ensuite, on se contenterait de dire « Le vieux MacArthur n'était plus maître de ses nerfs, il a commis d'énormes bourdes et sacrifié les meilleurs de ses hommes, voilà tout. » Il en allait tout différemment chez Armitage. Ce jeune homme avait une façon bizarre de regarder son supérieur.
Il devait savoir que Richmond avait été intentionnellement exposé au danger. Après la guerre, Armitage avait-il parlé? Leslie n'était au courant de rien. Elle avait sûrement pleuré la mort de son amant, mais son chagrin était passé au retour de son mari en Angleterre. Jamais il ne lui avait fait la moindre allusion à son infidélité. Entre eux, l'existence avait repris son cours normal. Sauf, peut-être qu'aux yeux de MacArthur, sa femme avait perdu son auréole de vertu. 3 ou 4 ans après l'armistice, frappée d'une double pneumonie, elle était morte. Tout cela remontait déjà bien loin, 15 ou plutôt 16 ans. Il avait quitté l'armée pour se retirer dans le Devon et avait acheté la petite propriété dont il rêvait depuis toujours. D'aimables voisins, un joli paysage, un peu de chasse et de pêche. Le dimanche, il assistait à l'office, à l'exception du jour où le pasteur lisait dans la Bible ce passage où David envoie Uri combattre au premier rang des guerriers. Non, c'était plus fort que lui. Ce récit le troublait à l'extrême. Tout le monde lui avait témoigné de la sympathie, du moins au début. Plus tard, il avait ressenti la désagréable impression qu'on bavardait derrière son dos. Les gens le regardaient de travers, comme s'ils avaient appris quelque chose. Des bruits rampaient. Armitage? À supposer qu'Armitage lui parlait. Ensuite, il avait évité le monde pour se claustrer dans sa tour d'ivoire. Il est toujours pénible de se sentir un objet de médisance. Ses faits s'estompaient de plus en plus. Leslie s'évanouissait dans un lointain passé, ainsi que Richmond. Qu'importait tout cela à présent? Son existence était tout de même un peu solitaire. Il allait jusqu'à éviter ses vieux camarades de l'armée. Si Armitage avait été indiscret, ils étaient au courant. Et ce soir, une voix d'outre-tombe avait proclamé la vérité. Avait-il adopté une attitude adéquate? Sa lèvre supérieure avait-elle frémi? Avait-il exprimé suffisamment son indignation et son dégoût? Ou trahi sa confusion, sa culpabilité? Question fort embarrassante. Sûrement, aucun des invités n'avait pris cette accusation au sérieux. La voix avait proféré toutes sortes d'énormités tout aussi invraisemblables. Par exemple, n'avait-on pas reproché à cette charmante jeune fille d'avoir noyé un enfant? Des foutaises. Un maniaque qui prenait plaisir à accuser les autres à tort et à travers. Emily Brent, la nièce de son vieux copain de l'armée, Tom Brent, était accusée, elle aussi, de meurtre. Il sautait aux yeux que cette femme était une personne pieuse, toujours fourrée à l'église. Quelle fichue affaire, de la pure folie. Depuis leur arrivée dans l'île, au fait, depuis quand étaient-ils là? Mais, sacrebleu, ils avaient débarqué le jour même, dans l'après-midi. Le temps lui paraissait bigrement long. Le général se demanda quand il pourrait quitter l'île du Nègre. Demain, bien sûr, quand le canot automobile arriverait de la côte. Bizarre. En cet instant précis, il ne désirait plus sortir de cette île. Regagner sa maisonnette avec tous ses ennuis et ses tracas. Par la fenêtre ouverte, lui parvenait le bruit des vagues se fracassant sur la falaise, un peu plus accentué en ce moment qu'au début de la soirée. En outre, le vent se levait. Le général songeait. Bruit monotone. Endroit paisible. L'avantage d'une île, c'est l'impossibilité pour le voyageur d'aller plus loin. On est arrivé au bout du monde. Brusquement, il s'aperçut qu'il ne désirait plus s'éloigner de cette île. Allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, Vera Clayton regardait fixement le plafond. Effrayée par l'obscurité, elle n'avait pas éteint sa lampe. Elle pensait « Hugo, Hugo, pourquoi êtes-vous si près de moi ce soir? Si près de moi ?» Elle se martyrisait. Où est-il en ce moment? Je ne sais. Jamais je ne le saurai. Brusquement, il a disparu de ma vie. Brusquement. À quoi bon remuer ses souvenirs? Hugo absorbait toutes ses pensées. Elle rêvait toujours de lui. Jamais elle ne l'oublierait. Cornouailles, les rochers noirs, le sable jaune, très fin. La bonne Madame Hamilton, à l'aimable embonpoint. Le petit Cyril, qui lui tirait constamment sur la main en pleurnichant. « Je veux nager jusqu'au rocher, nain. Miss Clayton, pourquoi me défendez-vous d'aller jusque-là ?» Chaque fois qu'elle levait les yeux, elle voyait Hugo qui la regardait. Le soir, lorsque le petit Cyril était couché,
Hugo la priait de sortir avec lui. « Miss Claythorne, venez donc faire un petit tour. »« Oui, si vous voulez. » C'était alors la promenade classique sur la plage, le clair de lune, l'air tiède de l'Atlantique. Puis Hugo lui prenait la taille. « Je vous aime, Vera, si vous saviez combien je vous aime. » Elle le savait, ou du moins croyait le savoir. « Je n'ose vous demander votre main. Je n'ai pas un sou devant moi. Je possède juste de quoi vivre seul. Cependant, pendant 3 mois, j'ai nourri l'espérance de devenir riche. Cyril n'est venu au monde que 3 mois après le décès de son père. S'il eût été une fille. Si le bébé eût été de sexe féminin, Hugo, suivant la loi anglaise, héritait du titre et de la fortune. Il avouait sa vive déception. Évidemment, je n'y comptais pas trop. Tout de même, cela m'a fichu un rude coup. Vous savez, dans la vie, tout est une question de veine. Cyril est un enfant charmant que j'aime beaucoup. Et c'était la pure vérité. Hugo adorait Cyril et se prêtait à tous les caprices de son neveu. Sa bonté naturelle ignorait toute rancœur. Le petit Cyril était de faible constitution, un enfant malingre, sans résistance. Il ne ferait sûrement pas de vieux os. Alors... « Miss Claythorne, pourquoi me défendez-vous de nager jusqu'au rocher ?» Toujours cette perpétuelle question exaspérante. « C'est trop loin, mon petit Cyril. »« Mais voyons, Miss Claythorne !» Vera sauta à bas de son lit et prit du tiroir de sa table de toilette 3 cachets d'aspirine qu'elle avala. « Si seulement j'avais ici un somnifère énergique, songeait-elle, pour en finir avec cette misérable existence. Je prendrais une forte dose de Véronal, ou quelque drogue similaire, mais pas de cyanure. » Elle frissonna au souvenir de la face convulsée d'Anthony Marston. Comme elle passait devant la cheminée, elle regarda les verres de mirliton encadrés de métal chromé. Des 10 petits nègres s'en allèrent dîner. L'un d'eux s'étrangla, et il n'en resta plus que 9. En elle-même, elle se dit « Oh, c'est épouvantable. Exactement ce qui s'est passé ce soir. » Pourquoi Anthony Marston s'était-il suicidé? Vera n'avait nulle intention d'attenter à ses jours. Elle repoussait de tout son être l'idée de sa mort. Mourir, c'était bon pour les autres.